Nous sommes le mercredi 9 mai 2018. Abidjan vous dit bonjour à travers la matinale de sa chaîne principale RT1 en direct et en intégralité. Je suis, c'est vrai, Marcelin Gouvoy, très heureux d'être en votre compagnie pour ouvrir les vannes donc, de ces matinales au menu avec beaucoup de belles choses, c'est-à-dire que des invités importants, ce que vous avez envie de voir sur un plateau de télé, et puis des thèmes, on va parler français, on va parler environnement, et puis dans le volet famille, on va parler d'un sentiment qu'il ne faut pas avoir en famille. Comment vous allez, mademoiselle Ndri? Je vais très bien, Marco, mais c'est pas toujours mauvais de ressentir un tout petit peu de jalousie. Ah bon? Bah ouais, ne me dites pas que vous n'aimez pas les scènes de jalousie. Non, 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 je ne suis pas jaloux. Vous n'êtes pas mais jaloux. je me soigne. Vous n'êtes pas jaloux, mais vous vous soignez. Ça se voit à chaque fois que les invités viennent, ça se voit combien de fois ça ne vous dit absolument rien. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on parle de jalousie. Voilà, dans la thématique famille avec notre psychologue maison Bernadette Asso-Nguesson. Et à côté de tout cela, Marco l'a dit, on parlera de beaucoup de choses intéressantes qui vous intéressent et qui vous permettent d'avoir des bonnes informations. Et également, cette rubrique-là, elle vous permet de voyager, de découvrir le monde et cette ville que nous allons découvrir ce matin. C'est une ville chère à notre Dédé national, Marco. Oui, c'est une ville très, très importante qui a été créée par les Grecs il y a 600 ans avant Jésus-Christ, un endroit de commerce, d'immigration, où il y a un fort brassage. C'est au sud de la France. Mesdames et messieurs, bonjour depuis Marseille. Magnifique ville, hein, Marco oui, l'a dit. En plus de Paris, vous avez Marseille. Donc, désengorger un tout petit peu Paris, les Abidjanais. Oui, en tout cas, Marseille est une commune du sud-est de la France, chef-lieu du département des Bouches-du-Rhône et de la région sud, province Alpes-Côte d'Azur. Voilà, Marseille est une ville chaude avec beaucoup de brassage, on l'a dit. Pour parler donc de Marseillais ivoiriens célèbres, Basile Boli, Didier Deschamps, Didier Drogba, pardon. Oui, Didier Deschamps aussi a été donc entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il a même mené cette équipe de l'Olympique de Marseille au titre de champion de France. Et puis parlons de football avec Marseille. Marseille est qualifié pour la finale de la Ligue Europa. C'est donc à dessein que notre réalisatrice a voulu donc montrer cette ville pour faire un clin d'œil à cet exploit
du club marseillais. Et là, c'est le sport, c'est le football, c'est là. C'est la gym, Marco. Vous avez bougé, hein? Oui, j'ai bougé. On va le faire Je suis en pleine ensemble. forme, là. Je suis en pleine forme. Là. Je suis au taquet, je suis au taquet. On y va. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission de sport. Aujourd'hui, mercredi, on va partir pour une séquence d'exercices un peu plus différente. On va être axé beaucoup plus au niveau des abdos et au niveau de la stabilisation sur nos épaules. Alors, je suis avec Cindy et Monsieur Junior. Moi, c'est Coach Kadi, bien évidemment. Donc, on va commencer juste par des petits échauffements. On va faire des rotations d'épaules vers l'avant. On va essayer de garder les bras tendus, de faire de grands cercles. Rotation d'épaule vers l'arrière. On respire. Excellent. On va garder les jambes écartées. On va garder les bras de chaque côté. On va tourner. On va essayer d'aller toucher nos orteils. Et on revient. On change. Hop. Et on revient. Toujours revenir dans le milieu. On respire. Encore une autre. Une dernière de chaque côté. Dernière. Parfait. Excellent. Alors, vous allez essayer de faire de l'espace autour de vous. On veut avoir de l'espace pour pouvoir se déplacer vers l'avant. Premier exercice qui va servir un peu aussi de fin d'échauffement. On va garder les jambes écartées à la largeur des hanches. On va lever les bras vers le plafond. On va descendre, on emmène les mains au sol, on va avancer, on va partir se placer en position planche. Donc, on veut garder les mains en dessous des épaules. Pour ceux pour qui c'est difficile, vous pouvez garder les genoux au sol. On va emmener jambe droite, main droite. On va ramener en arrière. Jambe gauche, main gauche. On va revenir. Et on ramène les mains vers les jambes, on revient en position debout, on lève les bras et c'est reparti. On descend. Donc n'hésitez pas à poser les genoux au sol si c'est trop difficile de garder les genoux, les jambes tendues, pardon. Jambe droite, main droite, on revient. Jambe gauche, main gauche, on revient et on ramène les mains vers les jambes, on remonte. On va rajouter une rotation au niveau des épaules. Donc, on va descendre. On reste en planche. Jambe droite, main droite. Et on lève le bras droit. On tourne. On regarde la main vers le plafond. On ramène. Et on change de côté. Jambe gauche, main gauche. On tourne. Et on revient. On ramène les mains vers les orteils. Une petite dernière. On descend. On avance, les mains en dessous des épaules, jambe droite, main droite, on tourne, on revient, jambe gauche, main gauche, on tourne, on revient et on ramène les mains vers les jambes. Excellent tout le monde. Deuxième exercice, on va être au sol. On va être à genoux, on va aller travailler nos abdos. On va s'assurer d'avoir les mains juste en dessous des épaules et d'avoir les genoux juste en dessous des hanches. À mon signal, avec les orteils au sol, on va lever les genoux, on va rester pour 10 secondes. Alors, quand vous êtes prêts, 3, 2, 1 et c'est parti. On lève, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On dépose et on respire. Alors, c'est normal si vous avez mal aux épaules, on a notre poids dessus. Essayez de vous concentrer sur le ventre, donc sur vos abdos. Une dernière et c'est parti, on lève. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Excellent. On va s'asseoir sur les chevilles. On va étirer les bras un tout petit peu. Et on va partir s'allonger sur le ventre. Troisième exercice, on va travailler le bas du dos. On va travailler les fessiers. Et encore une fois, un tout petit peu le haut du dos. On garde la tête au sol. On garde les jambes ensemble. On va lever bras et jambes opposées. Et on ramène.
Et on change de côté, on lève et on revient. Super important de garder toujours la tête, le regard vers le sol pour toujours garder la tête alignée avec la colonne vertébrale. Encore une fois, on lève et on revient. Encore une autre, on lève. Une dernière de chaque côté, on lève. On ramène, dernière de l'autre. Et on revient. Excellent tout le monde. On va tranquillement repartir sur les chevilles, on s'étire. Et on relâche. On va revenir tout doucement, on va s'asseoir sur nos chevilles. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez réussi à faire ces exercices. N'hésitez pas à repartir sur la page YouTube pour revoir les exercices et essayer de les refaire encore une fois chez vous. Je vous souhaite de passer une agréable journée et on se revoit dès demain. Merci Coach Kadi. Moi j'aime beaucoup Coach Kadi. Franchement. Bah oui, on a entendu dans ce studio pendant qu'elle faisait ces différents mouvements. Vous avez entendu quoi? Fermeté. Oui, elle a vraiment des gestes souples. Je suis très fan aussi de Coach Fabrice, Fabio Capello. Mais franchement, Coach Kadi est en train de me conquérir les... Enfin bref, je sais que Coach Fabio m'appelle et me dit « Marco, tu dis quoi là ?» Et Marco, le geste qu'elle a fait après les mouvements, c'est très très important, les étirements. Ça aide, ça relaxe, ça soulage, franchement. Pourquoi vous dites ça en souriant? Je sais pas, vous aimez bien ces gestes-là, c'est ça? Les étirements, oui, après le sport. Vous aimez les étirements après le sport? Ben oui, ça fait du bien, c'est très agréable. Ça fait beaucoup de bien. Effectivement, ça fait du bien. Quels sont les genres d'étirements que vous aimez beaucoup? Parce que Coach Carl... non, laissez pour elle là et pour vous-même. C'est la même chose. C'est la même chose que vous faites. D'accord. Je vous crois. On va voir si au niveau de la route aussi il y a des étirements, parce que c'est le point route maintenant. On y va. Le point route s'étire, s'étire. Et on commence du côté de... du côté du latri. Du latri, Marco. Voilà. Marco, vous voyez aujourd'hui, le jour est plus mature, là, oui, adulte ou adolescent. Attention à ce que vous dites, parce que Mme Inao est en train d'entrer dans ce studio. Le jour est adolescent. Elle entend tout. Elle risque de nous épingler. Deuxième tronçon pour ce matin, pendant qu'il est 6h13 seulement. Le Lagunaire. Boulevard Lagunaire. Boulevard Lagunaire, au pied de l'immeuble Djekanou, avec ce balai de véhicules du matin sur l'asphalte. Ça montre quand même que le jour se lève tranquillement sur notre belle capitale économique. La suite, c'est du côté de Treichville, bien sûr. La commune d'Assa se réveille, elle est réveillée. Au ralenti, parce que les images sont fixes. Au ralenti, tout doucement. Mais ce sont les images d'il y a quelques secondes seulement, vous garantis que c'est du direct, bien sûr. La circulation est cool. Avec l'échangeur, qui est très très timide, comme tous les matins. Voilà, donc vous avez plus ou moins une idée de ce qui se trame sur nos routes avant de sortir de chez vous. Vous saurez quelle voie emprunter afin d'arriver à destination sain et sauf. On a des informations aujourd'hui pour le 9 mai, ici. On va commencer par la fête du jour. Bonne fête à tous les PACOM. Alors, PACOM, c'est du grec pacus, qui veut dire épais, robuste. Épais, robuste. Oui. C'est bon, ça. Bah ouais. Même si tous les PACOM ne sont pas physiquement épais, ça fait partie de leur personnalité. Ils sont assez difficiles à comprendre car ils dissimulent leurs sentiments. Actifs, équilibrés, ils font preuve de détermination, courageux. Ils aiment prendre des risques très émotifs, prompts à réagir, parlant et se confiant peu. Ils réussissent dans la vie grâce à leur volonté et leur dynamisme. En amour, leur discrétion fait tout leur charme. On salue tous les PACOM qui nous regardent. Voilà, salut, on le fait de le seul PACOM que je connais, c'est Guy Pacom Sommian. Guy Pacom Sommian, oui, Guy Pacom Sommian. Un homme de communication. Oui, on connaît très très bien aussi, qui est très dynamique. Et on salue tous les PACOM qui sont là ou tous les PACOM qui nous ont quittés. Parce que j'ai souvenance de PACOM qui ne sont plus là, ça fait très mal, mais on a une pensée pour eux ce matin. Alors, joyeux anniversaire, on a des anniversaires à célébrer. Marie-Josée Pérec, donc championne olympique de France, grande athlète de tous les temps au niveau français, qui est née donc, le 9 mai 1968. Et puis, il y a la journaliste présentatrice, donc Béatrice Schoenberg, elle est journaliste.
Elle est née un 9 mai 1953. Mais il y a également plus Marco. proche de nous, plus proche de Plus nous. proche de Il y nous, a on celui-là. a Écoutez, avant celui-là, Marco. c'est celui qui chante ça. D'accord, allons-y. Il s'appelle Hugues Roland Yao Oufoué. Bien connu en Afrique en général et particulièrement en Côte d'Ivoire, son pays d'origine. C'est un chanteur, s'appelle Hugues Oufoué. Je ne sais pas si vous entendez, mais en tout cas, c'est la chanson « Je parlerai de sa bonté, ta fidélité. » Je dirai tout haut, tout haut. J'aime beaucoup cette chanson. Ouh là là. De ta bonté. Une très belle chanson. Ouais, ta fidélité. Non, vous chantez très mal. Je dirai tout haut. Méchante. Voilà, joyeux anniversaire à Hugues Foué, quel que soit l'endroit où il se trouve, s'il nous regarde. Et Marco, aujourd'hui, c'est également l'anniversaire de Ndri Amouassessé Marie-Paul. Voilà. C'est qui? C'est ma petite sœur. Enfin bref. Ok, mesdames et messieurs, c'est une télévision privatisée pour les bons soins de Nessie. Il y a un reportage maintenant qui va nous emmener, pour être plus sérieux et pour lancer donc bien sûr notre prochaine invitée, Madame Inao Zapé-Rachel. On va parler alphabétisation. On y va. Cet élève en classe de terminale. Son cursus scolaire, le jeune homme l'a fait dans cet établissement. Après la crise de 2010, là, il n'y avait pas assez de place pour m'inscrire au cours du jour. Donc, j'ai décidé de faire les cours du soir pour ne pas perdre mes années à la maison. Tous les soirs, ce sont des centaines, voire des milliers de personnes, comme Fréjus, qui empruntent les chemins des cours du soir pour passer des diplômes et tenter de gagner une vie meilleure. Dans ces écoles du soir, il n'y a pas que les classes d'enseignement secondaire. Ici, on parle plutôt d'alphabétisation. L'alphabétisation, c'est un analphabète à qui on apprend à lire et écrire, qui ne sait rien dans une langue donnée. Un analphabète, c'est quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une école, c'est-à-dire sur un banc de l'école. Peut-être il a vu une école, il a vu un stylo, il ne sait pas comment le tenir. Ces élèves de tous âges n'avaient jamais été en contact avec un tableau noir, encore moins avec un livre. Ce sont des analphabètes, comme on en dénomme à peu près 10 000 en Côte d'Ivoire. Sans complexe, ils ont décidé aujourd'hui en quelque sorte de se mettre à jour. C'est un peu difficile, c'est vraiment difficile. Quand tu as pris l'âge pour venir t'asseoir avec les enfants et puis étudier, c'est compliqué. Mais je suis obligée parce que j'ai honte. Quand je vois dans la rue les gens lire et quand je ne peux pas lire, ça me dérange beaucoup. Et c'est pour ça que je suis venue. Au départ, ce n'était pas beaucoup d'élèves, parce qu'il y a beaucoup qui sont complexés. Au fur et à mesure, avec la progression des autres, des uns et des autres, ça a motivé les autres à venir s'inscrire pour pouvoir lire et écrire aussi. Pour les organisateurs de ces cours d'alphabétisation qui œuvrent aux côtés du ministère de l'Éducation nationale, la mission est grande. Contribuer à accroître le taux de scolarisation dans un pays qui veut atteindre l'émergence dans quelques années. Encadrer des groupes de personnes qui demain arrivent à se faire une place dans la société, vraiment c'est une très grande satisfaction. Hier, incapable de lire, d'écrire et de compter. Aujourd'hui, fier de pouvoir lever la tête dans une assemblée. Maintenant, je marche à tête haute, je n'ai plus ma tête pour marcher. Parce que c'est que maintenant, je sais parler français. Je vois les choses, je peux lire. Et je suis content pour ça. Chaque année, des dizaines d'anciens analphabètes sont déclarés admis aux examens du CEP, du BEPC et du bac. Comment arrive-t-on à donner des aptitudes à des apprenants dont l'âge est pour la plupart avancé? On dévoile ici un pan de la méthode de l'enseignement non formel. Voilà, le grain de maïs, le citron, le pilon, la calebasse. Ça, c'est les 4 objets que nous avons pris pour faire les 26 lettres de l'alphabet. Mais dans leur composition, on les appelle les symboles. Ça fait 11 symboles. Si par exemple, je dois écrire A, je prends le citron et le pilon debout. Voilà. Le citron. Comme dans l'enseignement formel primaire, l'enseignement non formel est aussi bien structuré. D'abord, 2 années de niveau 1, comparables au cours préparatoire. Ensuite, 2 années de niveau 2, comparables au cours élémentaire. Et enfin, 2 dernières années de niveau 3, comparables au cours moyen. Une politique qui a fait régresser le taux d'analphabétisme de 51% en 2015
à 43% en 2017. Une politique encourageait des organisations de lutte pour la scolarisation de la jeune fille. Nous ne pouvons qu'encourager l'alphabétisation au niveau de la Côte d'Ivoire parce que l'alphabétisation permet de rattraper certaines jeunes filles qui n'ont pas été à l'école, de rattraper leur éducation. En Côte d'Ivoire, parmi les analphabètes, on dénombre 67% de jeunes filles. Des jeunes filles qui servent comme employés de maison pour la plupart dans les grandes villes. Et c'est là l'un des obstacles à la politique d'alphabétisation. Leurs employeurs refusent bien souvent de les laisser partir pour l'école. Souvent, il y a des patrons. Parce que ajouter quelque chose à l'humanité, c'est aider la personne qui travaille chez toi. C'est vrai qu'elle tout travaille dans les maisons des gens, mais au moins quand il est l'heure pour 2 heures, on ne fait pas plus que ça. Ça, c'est les heures que l'UNESCO a fixées. 2 heures pour que la personne vienne apprendre à lire et écrire, parce que c'est cette personne même qui tient la maison. À ces patrons-là, je vais leur dire de faire parler leur cœur. Parce que quoi qu'il en soit, l'employé il est à ton service aujourd'hui, mais demain il est appelé à aller ailleurs. Donc le mot que je pourrais leur adresser, c'est d'être indulgent, de faire une petite ouverture, de leur permettre de construire leur avenir aussi. Refus des employeurs, mais pas seulement. Pour les acteurs, la baisse du nombre d'analphabètes tient aussi aux moyens financiers. On a besoin de subventions, de financement un peu, parce qu'on paye les enseignants. Nous, on recrute, voilà, on recrute nos jeunes frères pour venir nous aider à pouvoir dispenser les cours à ces élèves-là. La lutte contre la pauvreté tient à plusieurs facteurs, au nombre desquels la réduction du nombre d'analphabètes. Les acteurs de l'éducation non formelle l'ont bien compris. Eux, sur lesquels compte sûrement la ministre Kandia Camara, pour réduire le taux d'analphabétisme, qui est actuellement de 43% à 20% d'ici à 2020. Voilà, c'est instruit Marco pour s'émanciper véritablement. Et quand on est instruit, il faut continuer d'apprendre, il faut se former. On ne finit jamais d'apprendre. C'est pour cela même que Mme Inao Zappé est sur ce plateau pour nous permettre de nous recycler et d'apprendre de nouvelles choses qu'on ne connaît pas forcément, n'est-ce pas Marco? Surtout quand on a négligé certaines matières comme celle qui est à ma gauche, donc à votre droite. Donc ça c'était un aveu tout à l'heure. Mme Inao Zappé, bonjour. Vous avez promis donc qu'on aura une dictée à la fin de la saison. Tout le monde va participer. Kadi Fadiga, Marco, Nessie, tout le monde, Christelle Akoussa. Et puis on va afficher, on va annoncer à l'antenne qui a eu une faute, qui a eu 0 faute. Voilà. Et naturellement, vous le savez, naturellement, normalement, on sait qui va avoir la bonne note. C'est notre... Enfin, bref. Comment vous allez, Marco? Que peut le bœuf? Alors, au pas de course, parce que le journal c'est dans quelques minutes, nous allons essayer de redresser l'emploi des expressions suivantes. Un cadeau gratuit. Oui. Un cadeau, qu'est-ce que c'est? C'est une chose qu'on offre à une personne à l'occasion d'une fête ou encore à l'occasion d'un événement, soit un mariage ou un baptême, etc. Et puis, quelque chose de gratuit, c'est une chose qu'on donne sans toutefois payer en retour, sans donner quelque chose. Donc, on en jouit de façon très paisible, sans donner un sou. Alors, associer cadeau et gratuit, c'est faire du pléonasme. Parce qu'un cadeau, c'est quelque chose de gratuit. On dit donne-moi un cadeau, fais-moi un cadeau. Fais-moi un cadeau. On ne dit pas donne-moi un cadeau. Non, donne-moi, ça c'est une exigence. Vous obligez alors qu'un cadeau se fait avec le cœur. D'accord. Un cadeau se fait avec le cœur. Oui. Et madame, je profite pour vous dire que mon anniversaire, c'est le 15 mai. Donc j'attends le cadeau avec le cœur. Un cadeau sur le plateau. Donne-moi-en un. Donne-moi-en un. Je crois que nous avons, généralement, on utilise cette expression-là, mais elle est maladroite. À l'intérieur de cette expression, il y a l'ajout du S qui dérange. Et donc, quand on enlève le S, on va remarquer qu'il y a des voyelles qui vont chercher à se croiser. Et donc, il faut éviter ce hiatus-là à partir de l'élision. D'accord. Donc, l'expression ne sera pas « donne-moi-en un », mais c'est plutôt « donne-moi un ». Donne-moi un. Oui. Donne-moi un, ce qui va nous permettre de nous conduire vers ce qu'on appelle ici la forme euphonique du langage. L'euphonie qui est la bonne manière de prononcer, la manière agréable de parler. Quand vous dites par exemple « a-t-il eu », vous mettez entre le « a » et « il » un « t ». Le T, il apparaît parce qu'il y a 2 voyelles qui doivent se croiser. Donc, pour ne pas que ces voyelles-là se croisent, on fait l'euphonie, on met le T de sorte à avoir une bonne prononciation un peu plus agréable. Quand on se tourne, par exemple, vers l'impératif,
Quand on parle généralement, on dira parle-en ou cueille-y des fruits. Ce qui n'est pas normal. À l'impératif, tous les verbes du premier groupe qui se terminent par E, bien sûr, à la deuxième personne, on ne met pas de S, les verbes du premier groupe. Mais par euphonie, on est obligé de mettre le S pour ne pas que les deux voyelles, que sont E du en et Y, puissent se croiser. Donc, il faut faire très attention dans l'expression. On ne dit pas donne-moi aussi, mais donne-moi. 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 Oui. Donne-moi, ok. Voilà. Et puis cela, l'euphonie aussi nous permet de soulever quelque chose et puis le rectifier rapidement. Quand on parle de l'histoire, par exemple, on dira mon histoire. Mon histoire, on dit une histoire, mais on dit mon histoire parce que par euphonie, on ne peut pas faire croiser deux voyelles. Et donc, du coup, on prend l'adjectif possessif de la même personne que l'adjectif possessif qui doit accompagner histoire. Exemple. Exemple, mon âme, en lieu et place de ma âme. Une âme, mon âme. Mon épée, en lieu et place de ma épée. D'accord, super. Alors, de concert et de conserve. De concert, il faut faire la différence entre ces deux expressions. De concert, c'est faire quelque chose de manière concertée, donc ensemble. Et de conserve, c'est faire quelque chose de manière concertée, ensemble. Mais attention, cette fois-ci, de conserve nous permet de constater que ces personnes qui font les choses de façon concertée le font d'une manière identique. D'accord, d'accord. Vous allez rester sur le plateau. On ne va même pas vous laisser partir comme ça. Après le journal, on va revenir sur des expressions et d'autres choses donc, sur lesquelles nous allons mettre l'accent. Vous voyez, quand vous êtes là, on fait attention à ce qu'on dit. Hein. Et le plus difficile, c'est de faire attention quand vous êtes partis. Merci d'être à Matin Bonheur, mesdames et messieurs. Je suis Marcelin Gouveui en compagnie de madame Inaouza Rachel et mademoiselle Nessindri. Nous sommes très heureux d'être avec vous à Matin Bonheur. Maintenant, de vous présenter de concert avec la réalisation, le journal. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera généralement nuageuse sur la région de l'Ouest et la région du Sud-Ouest, avec tout de même des pluies faibles localisées qu'on pourrait enregistrer sur ces régions. Le reste du pays sera partiellement nuageux. Côté température, on pourra noter 26 degrés à Abidjan, 26 degrés sur la ville d'Adiaké, Bondoukou 25 degrés, Bouaké 24 degrés, 24 degrés sur la ville de Daloa, Timbokro 24 degrés, le mercure affichera 24 degrés à Gagnoa, Korogo 24 degrés, Mont fera 22 degrés, il fera 25 degrés à Odiéné comme à San Pedro, Sassondra 25 degrés, Tabou marquera 24 degrés et 24 degrés sur le district de Yamoussoukro. L'après-midi, les régions de l'Est, le Nord-Est, l'Ouest et le Nord-Ouest seront affectées par des passages nuageux qui pourraient apporter de la pluie et des orages. Sur les régions forestières, on pourra observer des formations orageuses suivies de pluie. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 31 degrés à Abidjan, 31 degrés sur la ville d'Adiaké, Bondoukou 34 degrés, Bouaké marquera 34, il fera 33 degrés à Daloa, Dimbokro 35 degrés, Gagnoa 31 degrés, Korogo marquera 34 degrés, Mont 31 degrés, 34 degrés sur la ville d'Odiéné, San Pedro 30 degrés, 31 degrés à Sassondra, Tabou marquera 30 degrés et il fera sur le district de Yamoussoukro une température de 33 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Engagé aux côtés de la Côte d'Ivoire depuis 1961 pour son développement, l'Union européenne se présente aujourd'hui comme le premier partenaire de la Côte d'Ivoire. Un partenaire qui se traduit par un partenariat qui se traduit par le financement de nombreux projets de développement à travers le Fonds européen de développement. Alors, plusieurs projets dans divers secteurs sont exposés au cours des journées de la coopération Côte d'Ivoire
Europe. C'est l'occasion de connaître l'étendue des actions de l'Union européenne en termes de financement et d'appui budgétaire. Allons-y à la découverte de quelques projets avec notre reporter Justine Seydjike. La semaine de l'Europe est l'occasion d'exposer les projets financés et encadrés par l'Union européenne au bénéfice des populations. Nous travaillons avec un ensemble de partenaires financiers, dont l'Union européenne, qui a accepté dans le cadre du 11e FED de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire en don 139 millions d'euros, c'est-à-dire pratiquement 91 milliards pour des projets. Ces projets-là concernent l'électrification des villages. Il y a donc autour de 350 villages qui vont donc électrifier. Il y a donc l'amélioration de la qualité de l'électricité à San Pedro et à Boaké. Les travaux sont en cours. Les populations verront l'impact de ces travaux-là dans ces villes. Il y a aussi l'amélioration de façon substantielle de la qualité de l'électricité sur Abidjan. Le montant s'élève à 17 millions d'euros, soit environ 11 milliards de francs CFA pour 4 ans. Le financement va servir à financer 3 composantes. La première composante, c'est donc la composante manioc, qui vise la professionnalisation des acteurs. Nous allons travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur du manioc, depuis la production de boutures saines et de qualité jusqu'à la commercialisation des produits finis. Nous avons ciblé la ticket et le placali. Save Children a bénéficié d'un financement de l'Union européenne d'un montant de 933 000 euros pour un projet qui va durer 30 mois et qui se pilote dans les 6 communes d'Abidjan. Nous voulons contribuer à la promotion des droits des enfants vulnérables, que ce soit les enfants dits sorciers, les enfants dits microbes en conflit avec la loi, des enfants qui ont subi des abus et exploitations sexuelles. La 3e édition des Journées de la coopération Côte d'Ivoire-Europe a enregistré un grand nombre d'exposants, preuve du dynamisme de la coopération Union européenne-Côte d'Ivoire. Allons-y à Boaké. Depuis 2 mois, l'eau manque dans quelques quartiers de cette ville. En attendant les solutions pérennes, le gouvernement a mis en mission l'Office national de l'eau potable, l'ONEP. Alors, 15 camions citernes apportent de l'eau potable à Boaké et dans les départements environnants. Reportage Kader Sogodogo de la station régionale RTI Boaké. Quartier commerce, secteur château, bienvenue au centre de remplissage des citernes de l'Office national de l'eau potable, ONEP. Une réponse immédiate du gouvernement pour soulager les populations en cette période de pénurie d'eau à Boaké. La distribution se fait gratuitement et est supervisée sur place par le directeur régional de la SODECI. Ces citernes-là ont été réparties selon une planification bien précise, notamment en privilégiant les sites sensibles. Les sites sensibles, ce sont les sites comme les hôpitaux, notamment le CHU, les maternités, les établissements de santé en tout cas, et puis les casernes, il y a également les prisons, il y a également les campus, et puis certains établissements de l'éducation nationale, notamment les lycées qui ont des internats. Voilà. Et donc ce sont des sites sensibles qui ont été effectivement identifiés. Et pour ces sites-là, il y a 2 camions citernes qui ont été dédiés pour ces sites. Au-delà de ça, cette pénurie touche également les localités de Sakassou, Diabo et Botro. Et donc à ces localités-là, nous avons également attribué 2 camions citernes, des camions citernes qui font également le ravitaillement. Et donc le reste des camions citernes est déversé sur la ville de Boaké, souvent un plan de rotation dans les quartiers. Et ces camions font en moyenne au moins 4 voyages par quartier et c'est de façon hebdo. Chacun joue sa partition, on y met du sien. Donc on veut tout mettre en œuvre pour que la population ait de l'eau. Moussa Bakayoko, conducteur de citerne, a dans son programme du jour Dar es Salaam, secteur Kotiakro. La traversée est vite faite. Un seul coup de klaxon suffit pour alerter tout le quartier. La pénurie d'eau n'aura jamais raison de l'humour. La joie des populations. On ne gagne pas l'eau. Si on a vu ça, c'est bon. Merci au gouvernement. L'objectif est clair, approvisionner le maximum de foyers. L'eau que nous prélevons ici, dans les camions citernes, c'est de l'eau des forages. Et donc c'est de l'eau traitée, c'est de l'eau que nous buvons. Donc c'est de l'eau saine à la consommation de la population. Et c'est gratuitement que nous distribuons surtout à la population sinistrée. À ce jour, l'ONEP dispose d'une flotte de 15 camions citernes à Boaké. Revoir cette flotte à la hausse soulagerait davantage les populations en attendant la fin de la pénurie.
Hier matin, les habitants du quartier Bel Air, situé dans la commune de Cocody-Donga, ont été déguerpis des maisons qu'ils louent depuis de nombreuses années à la Sikoji. La cause, un programme de rénovation de plusieurs cités du district d'Abidjan initié depuis belle lurette par l'institution. C'est un litige qui date de 38 ans. Depuis 1980, le conflit entre la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière de Côte d'Ivoire et une catégorie de ses locataires est loin de connaître son épilogue. Les décrets de 1970 et 1994, les décisions de justice, les menaces de déguerpissement ici, que les multiples saisines et réunions entre les deux parties n'ont jusque-là pas permis de trouver une issue. Si pour la Sikoji, la récupération de ce patrimoine immobilier est tout à fait légale, les résidents des cités mises en cause la jugent injuste et arbitraire. Explication détaillée dans ce dossier signé Cheikh Koné Aboubakar. L'histoire remonte un peu avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La défunte société immobilière et des habitations à bon marché de Côte d'Ivoire, Sisi, a construit plusieurs logements économiques dans des communes d'Abidjan. Cocody Bel Air, Adjamé Habitat Extension, Trècheville Autoroute, Craon 1, pour ne citer que cela. À la disparition de cette entreprise, la Sikoji obtient, après sa création en 1962, la gestion des 10 quartiers. À partir de 1980, la Sikoji lance un programme de rénovation devant aboutir au recasement de certains résidents et la cession de certaines autres habitations à leurs occupants. Mais dans le mode opératoire, un litige naît et se poursuit jusqu'à ce jour. Paul Digbe Yao a 76 ans. Il est résident au quartier Adjamé Habitat Extension, où il loue une 3 pièces depuis 1960. Ce septuagénaire revendique une promesse de vente formulée par la Sikoji, mais jamais exécutée. Et cela, malgré l'amortissement comptable de ces maisons. Paul et les 229 autres locataires sont convaincus que ces maisons leur reviennent. Que disent ces décisions? En 1970, l'arrêté paru dans le journal officiel stipule en son article 6 que la Sikoji doit proposer à la fin de chaque exercice la cession de certaines construction de type économique au fur et à mesure de la constatation comptable de l'amortissement total des ressources propres et empruntées ayant servi à leur financement. Autrement dit, il revient à la Sikoji de céder ses logements au fur et à mesure qu'elle constate l'amortissement des coûts de construction. Ensuite vient le 1er juillet 1994. L'attestation numéro 733 ordonne la cession des 10 logements. Justement, c'est ce que nous ne comprenons pas. Les directeurs qui sont venus, ils ont fait autre chose que d'appliquer le décret. Selon les archives consultées, les coûts fixés à cette période pour céder les maisons oscillaient entre 850 000 et 2 018 000 francs CFA, respectivement pour les studios appelés à cette époque célibatorium et les villas basses en bande de type 3 pièces et 2 pièces. Comme Paul, Dominique Aka, 55 ans, cadre d'assurance, fait lui aussi face au même litige. Sauf que contrairement à notre septuagénaire, cette habitation a vu naître Dominique. Mon père est né en 1935 à Grand Laou. Il a grandi là-bas, il allait à l'école. Quand il est arrivé à Abidjan, il a commencé à travailler. La première maison qu'il a occupée, c'est celle-là. Qu'il a occupée, qui portait son nom, c'est celle-là. Et ici est investi pour qu'elle lui revienne plus tard. Il est décédé en 1998 sans avoir vu le fruit de ses efforts. Au total, ils sont environ 715 locataires repartis dans 5 quartiers du district d'Abidjan concernés par ce différend. Déjà en juillet 2017, 56 résidents du quartier Belleville à Trècheville, liés au même litige, ont été déguerpis. C'est ce sort que craignent les résidents de ces cités. Ils multiplient par conséquent les rencontres pour plaider leur cause. Nous quittons Adjamé pour la commune de Cocody. Nous sommes au quartier Cocody Bel Air. Même contentieux, même psychose. Ici, 76 locataires vivent sous la menace d'une expulsion. Surtout qu'en janvier 2018, une décision de la Cour suprême en faveur de la Sikoji lui donne plein droit de récupérer son patrimoine immobilier. Salimata Koné, la soixantaine révolue, désemparée, plaide. Il y a des gens qui ont habité dans les communes, ils n'ont jamais payé rien à l'État. Mais nous, on est restés ici depuis combien d'années? On a demandé seulement à Sikoji de nous loger dans les maisons sociales, on va payer, on n'a pas dit gratuit. Mes parents, ils sont depuis 1956.
Elle est là, la veuve est encore là. Elle a 98 ans. Je l'envoie où? L'obstination de ces 715 résidents est-elle fondée? Y a-t-il eu vice de procédure dans la cession totale de ces cités à leurs résidents? Le décret du 1er juillet 1994 concernait-il tous les locataires de ces cités coloniales ou une partie? Face à autant d'interrogations, nous nous sommes rendus à la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière de Côte d'Ivoire, SICOGI. La SICOGI, c'est vrai, n'a pas eu les moyens tout de suite de procéder à ces opérations de rénovation. C'est en ce moment-là que les locataires ont réagi, faisant état de fait aussi que l'État avait décidé à un moment donné de vendre tous les logements en location simple. Ce à quoi la SICOGI répond, oui, effectivement, l'État a vendu une partie du patrimoine en location simple, mais l'État a exclu expressément les 3 sites. À la tête de la SICOGI depuis 6 mois, pour Fofana Boaké, ces locataires sont victimes d'une mauvaise interprétation des contours d'une promesse de vente. Tant qu'une promesse de vente ne se traduit pas en vente réelle, elle n'est pas une vente. Donc c'est vraiment leur dire que c'est avec beaucoup de pincement au cœur qu'on procède à ces déguerpissements. C'est l'emploi des 114 employés de la SICOGI est en jeu. Ces terrains ont été apportés à d'autres structures en garantie de concours bancaires que la SICOGI a aujourd'hui. On ne peut pas ne pas le faire. Pour l'heure, après 3 rencontres entre la nouvelle direction de la SICOGI et le syndic national de ces quartiers, les discussions sont suspendues. C'est un document signé Kader Cheikh Koné Aboubakar. L'actualité internationale pour refermer ce journal. Des nouvelles accusations contre l'opposant Moïse Katumbi Chapwe en RDC. Au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur, Mova Sakani, la police nationale a présenté un ex-militaire qui a rejoint l'ALPC depuis 2012 comme l'un de ceux qui ont été sollicités pour aider l'ancien gouverneur du Katanga dans une tentative de prendre le pouvoir par la force. L'assaut devait être mené à partir d'Arou en Ituri. Maître Mumbagama du collectif des avocats de Moïse Katumbi a rejeté ces accusations. Selon lui, le combat de l'ancien gouverneur du Katanga se fait avec des moyens pacifiques. Et puis, pour terminer, le premier gouvernement de la 4e République est en fonction au Tchad. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a nommé lundi un cabinet de 29 membres après la démission du Premier ministre le 3 mai dernier, juste avant la promulgation de la nouvelle constitution qui supprime le poste de chef de gouvernement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble. Merci Hamza. Merci beaucoup, Nessie. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. Merci. Fin de journée? Bah oui. Fin de journée? Bah oui. À 6 heures là? Il continue, il va bien finir la journée. Jusqu'à la fin de la journée, oui. Quoi. Ok. C'est ce que j'ai compris. Oui, enfin, oui, c'est mieux. Bon courage pour la suite. C'est ça que je parlais. Allez, elle est toujours sur ce Très bon début de matinée. Mais il a très bien passé la matinée. Et matinée. en plus, vous faites ça en face de Madame Inao. Mais quel scandale! Une bonne fin de journée à 6 heures. Inao, commentaire à chaud. Journée, plutôt la matinée même. Bonne matinée. Et puis, à partir de 8 heures, la journée va commencer. Et puis, entre 11h et midi, nous sommes en fin de journée. Voilà ce qui arrive quand on est concentré sur autre chose. Voilà, bon, cela pour dire que nous allons terminer avec d'autres expressions. On a davantage avec des apostrophes et davantage en un seul mot. Voilà. Il faut dire que davantage en un seul mot peut être substitué par plus. D'accord. Il démontre la quantité. Donc, il travaille pour réussir davantage. Il travaille pour réussir plus. Et nous avons le davantage qui s'écrit avec des apostrophes, qui est un nom, qui peut être remplacé par un déterminant pluriel, des avantages, ou davantage simplement lorsque c'est masculin, singulier. Nous avons un exemple. Elle travaille, mais elle a besoin davantage à son service pour remarquer que son travail est reconnu. Donc, elle a besoin de faveurs, elle a besoin de bénéfices pour constater que son travail est reconnu. Et là, davantage, c'est avec des... Avec des apostrophes, parce qu'on peut le remplacer par des avantages. D'accord. Par contre, avec davantage en un seul mot, qui sous-entend plus, c'est un adverbe, donc invariable, on ne peut pas le mettre au pluriel. Exemple? Exemple,
il parle davantage devant le public. Il parle plus devant le public. D'accord. D'autres informations à donner Bien. Des points sur lesquels vous aimeriez qu'on revienne? Oui. Je crois qu'on va revenir sur la fonction. Avant de vous souhaiter une bonne fin On de va journée. revenir rapidement sur les fonctions de l'adjectif qualificatif. Pour nos observateurs, nous avons un observateur qui a fait une remarque pertinente. Mais il faut dire que, malgré la remarque pertinente, il faut faire très attention. On fera la remarque, mais il ne faudrait pas solder la remarque par le fait qu'il y ait 4 fonctions de l'adjectif qualificatif. Non. L'adjectif qualificatif a 3 fonctions essentielles. Attribut, épithète et apposé. On l'a vu la semaine dernière. Oui. Au niveau de l'attribut, nous avons l'attribut du sujet, l'attribut du complément d'objet. Et au niveau de l'apposé, nous avons l'apposé, l'adjectif qualificatif anté-apposé et post-apposé. Donc l'adjectif qualificatif vient avant ou il vient après. Cela ne va pas nous conduire à dire que l'adjectif qualificatif a 5 fonctions. Il a 3 fonctions et il y a parmi ces 3 fonctions 2 fonctions qui ont des sous-fonctions. D'accord. Donc il faut faire très attention. Aujourd'hui, on n'a pas le tableau. Et puis cela nous permet de dire merci aux téléspectateurs. Nous comprenons qu'ils suivent cette chronique. Nous leur disons merci. Et nous attendons toujours ces remarques pertinentes-là pour lever le voile. La semaine prochaine, nous allons parler de... La semaine prochaine, nous allons revenir sur les faux amis. D'accord. Et puis, nous allons permettre aux téléspectateurs de faire la différence entre le gérondif et le participe présent, qu'on confond généralement. D'accord. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, Nous allons Margot. basculer maintenant dans la sphère environnementale, mesdames et messieurs, à 6h47 partout en Côte d'Ivoire. La semaine dernière, nous avons célébré la Journée internationale de la Terre. C'était l'occasion de faire un bilan de l'état de notre planète, la Terre. Hélas, le bilan, faut le dire, n'est pas terrible. Disparition des forêts, des espèces animales, élévation du niveau de l'océan, disparition des ressources de pêche, pollution et changement climatique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le tableau n'est pas du tout reluisant. Tout cela a rappelé l'urgence de s'engager, mais franchement dans un développement durable, car si ces défis sont bien réels, il faut rappeler les solutions d'ici. Et effectivement, pour que des réponses concrètes soient apportées aux populations, les États membres des Nations Unies, dont la Côte d'Ivoire, ont adopté 17 objectifs de développement durable. C'était en septembre 2015, il y a un peu plus de 2 ans. Voilà, donc il y a quelques semaines, le ministère chargé du développement durable a organisé un atelier national. Son thème, la priorisation des objectifs du développement durable. C'est l'occasion pour nous de vous proposer un point de situation sur cette longue route qui doit nous emmener vers le développement durable. Vous avez compris, mesdames et messieurs, qu'il s'agit d'environnement. Notre invité est là, vous l'apercevez. Cédric Lombardo, passionné d'environnement, le reçoit juste après ceci. Bonjour Cédric. Bonjour Marcelin. En 2015, les États membres des Nations Unies ont adopté 17 objectifs de développement durable. De quoi s'agit-il exactement? Alors ce sont 17 objectifs de développement durable, vous l'avez très bien dit, et puis on a préparé une petite animation pour essayer de vous les présenter, mais rapidement, c'était en septembre 2015, on arrive maintenant à une période où il faut véritablement s'engager, et l'animation qui a été préparée par la régie va nous permettre de comprendre assez rapidement comment fonctionnent nos 17 objectifs de développement durable, de quoi s'agit-il. C'est parti. Alors, introduction, donc 17 objectifs de développement durable pour transformer le monde. Ils ont été adoptés en septembre 2015, on est maintenant en 2018, donc du temps a passé. On a donc 17 objectifs de développement durable qui ont été proposés et avec chacun d'entre eux réunissant 169 cibles, donc il y a beaucoup de travail. On a des échéances qui sont à 2020, et 2020 c'est demain matin, et on a aussi d'autres échéances qui vont avoir lieu à 2030. Le premier objectif, c'est la fin de la pauvreté. Le deuxième objectif, c'est la fin de la faim tout court, donc la faim zéro. Troisième objectif, c'est une bonne santé, une bien-être pour toutes les populations. Le quatrième, une éducation de qualité, et vous voyez que ça fait quand même beaucoup en termes de chiffres. Le cinquième, l'égalité entre les sexes, l'égalité des genres. Le sixième, l'accès de tous à une eau propre, une eau potable et à l'assainissement. Naturellement, le septième, c'est l'énergie propre à un coût abordable. Huitième objectif, un travail décent et une croissance économique. Le neuvième, des industries, des infrastructures durables sur la population. Notre 10e objectif, ce sera donc de réduire les inégalités, car nous avons encore des inégalités malheureusement qui sont constatées. Le 11e, c'est des villes durables, des collectivités durables pour toutes les populations. Enfin, le 12e objectif, c'est une consommation et une production responsable des deux côtés, consommateurs et producteurs. Notre 13e objectif de développement durable, c'est de lutter contre les changements climatiques.
Et maintenant, naturellement, le 14e objectif de développement durable, ça va être de protéger la vie aquatique. Et ici, on pense surtout aux océans. Le 15e objectif de développement durable que nous avons, c'est naturellement de protéger maintenant la vie terrestre, les animaux, les arbres, etc. Le 16e objectif de développement durable, je ne les connais pas tous par cœur, c'est paix, justice et institutions efficaces. Et enfin maintenant le 17e, celui qui doit permettre de parvenir à réussir tous ces objectifs, c'est un partenariat entre tous les acteurs pour la réalisation des objectifs de développement durable. Alors, ces objectifs de développement durable ne sont pas sans rappeler les objectifs du millénaire pour le développement adoptés en 2000. Leur succès a été plutôt relatif. Que peut-on penser de l'avenir des ODD? C'est une bonne question que vous posez, parce que quand les objectifs de développement durable ont été adoptés, on s'est dit, mais finalement, déjà, on avait les OMD, Objectifs du millénaire pour le développement, qui avaient été adoptés en 2000, et force est de constater que très peu d'États, finalement, ont réussi à atteindre ces fameux objectifs, d'États en développement, ont réussi à atteindre ces fameux objectifs. Et puis, la deuxième critique qui a été aussi formulée, c'est de dire, on fixe des objectifs, mais à côté de ces objectifs, on n'a pas identifié les moyens à mettre en œuvre, les ressources financières, les différentes actions à mettre en place. Et on a donc confié une grande responsabilité aux États membres des Nations Unies, puisqu'ils ont été adoptés par les États membres des Nations Unies. Donc la seule chose qu'il faut retenir, ce sont des objectifs. Chaque État doit faire son maximum pour les atteindre, et pas seulement les États, aussi la société civile, les populations et le secteur privé. Donc allons-y de notre meilleure volonté. Ok, on espère partager de votre optimisme. Une question se pose quand même. Comment ces objectifs de développement durable ont-ils été définis? C'est basé sur quoi? Est-ce qu'on a tenu compte de la spécificité, de la manière dont, par exemple, un Inuit appréhende l'environnement, quelqu'un qui vient de Samatigila? Bref, comment ça a été conçu tout ça? Très bonne question, surtout pour l'Inuit. Les objectifs, c'est vrai, ont été développés auprès des Nations Unies, donc ça s'est fait dans ces grands bâtiments de New York, mais en fait, il y a eu un long processus qui a été mis en œuvre, un long processus de concertation avec les États membres, avec les populations. Et c'est un petit peu la question aussi que nous avons posée lors de cet atelier, et qui est l'objet de notre deuxième élément vidéo d'aujourd'hui. Comment les objectifs de développement durable ont-ils été adoptés? Les ODD ont été vraiment définis de façon participative. Le processus a commencé par chaque pays qui a réuni en son sein toutes les parties prenantes pour qu'on puisse vraiment commencer par réfléchir sur les ODD qui ont été, dans un premier moment, réfléchis par le gouvernement. Après, la société civile s'est appropriée la chose. Après la société civile, le privé, les journalistes, le monde du média a effectivement participé à l'élaboration des ODD qui respectaient 6 principes clés, en l'occurrence la population, la planète, la paix, l'économie, l'environnement et surtout la culture. Des rapports annuels ont été vraiment publiés et au finish, ces rapports-là ont été adoptés le 29 septembre 2015 à New York. Et dans ce rapport, on voyait les 17 ODD avec les 169 cibles adoptées par le monde entier. Il faut rappeler que le processus de mise en œuvre des ODD a commencé depuis le retour de la Côte d'Ivoire, depuis 2015. Dès que le gouvernement est revenu, il y a eu des concertations pour vulgariser les ODD auprès de toutes les parties prenantes. Donc il y a eu des sessions nationales ODD. Il y a eu des sessions avec les membres du gouvernement, c'est-à-dire les départements ministériels. Il y a également eu des sessions avec le privé, on a dit les journées ODD. Il y a eu des séances de concertation avec le Parlement, avec le Conseil économique et social, et aussi avec l'ADRCI, avec l'UVICOSI, et les jeunes, vous avez vu les jeunes, les femmes, tout ce groupe-là a été impliqué dans la mise en œuvre des ODD. Donc on a dépassé le stade de sensibilisation, le stade de vulgarisation, le stade d'information. Nous sommes aujourd'hui au stade de mise en œuvre de façon concrète, et pour la mise en œuvre, il faut prioriser, c'est-à-dire en fonction des réalités de la Côte d'Ivoire, quels sont les ODD qui passent avant. Bien sûr, il faut retenir que tous les ODD sont prioritaires. Voilà, donc plus de 2 ans se sont écoulés depuis l'adoption de ces objectifs. Certains doivent être atteints dans moins de 2 ans, en 2020. Et oui. 2020, c'est demain matin. 2020, c'est demain matin. C'est possible. Alors,
Bon, on a une chance en Côte d'Ivoire. On a une chance en Côte d'Ivoire par rapport à malheureusement d'autres pays de la sous-région. C'est qu'on a quand même de très bons fondamentaux. Si on regardait ce qui s'est passé par rapport au secteur de l'eau potable, on voit bien qu'on a quasiment atteint les objectifs du millénaire pour le développement. On a une bonne action, on a vu les travaux de l'ONEP, les travaux de la SODECI, donc on a un bon secteur dans l'éducation, donc on a de très bonnes bases. Mais la grande difficulté, c'est que 2015, donc 2016, les objectifs de développement durable ont commencé, on est déjà à mi-2018 pratiquement, on voit qu'il y a une certaine latence qui se met en place et atteindre les objectifs de 2020 va vraiment demander un renforcement des actions. Alors, si tous les objectifs de développement durable sont prioritaires, pourquoi l'atelier qui s'est tenu justement à Abidjan devait établir des priorités entre eux? Alors, parce que vous avez vu que 17 objectifs de développement durable, ils sont relativement très nombreux. Et ce qui était important, c'était donc d'essayer de regarder où est-ce que la Côte d'Ivoire avait véritablement des avancées. C'était un peu le but de cet objectif. Et de définir maintenant où est-ce qu'il fallait véritablement mettre l'action. Et donc, c'est la même question que nous avons posée aux participants à cet atelier, à savoir pourquoi devons-nous prioriser les ODD. Et c'est le troisième élément que nous vous proposons aujourd'hui en vidéo. Pourquoi est-ce qu'il faut prioriser les ODD alors qu'ils sont tous importants? Alors, il faut savoir que l'outil que nous utilisons ici a deux niveaux d'appréciation déjà. Il y a la notion d'importance, c'est l'opportunité pour le pays, la Côte d'Ivoire, de mettre en œuvre un ODD ou un autre. Et puis, il y a le niveau d'évaluation des progrès réalisés par la Côte d'Ivoire en matière de mise en œuvre des cibles des différents ODD. Mais est-ce que toutes les cibles, on peut les exécuter maintenant en même temps? Et la priorisation nous permet de savoir à quel niveau, à quel degré se situe l'importance, soit dans l'immédiat, soit dans plusieurs années. Parce qu'aucun pays n'a les moyens, n'a le temps, n'a l'énergie à consacrer immédiatement sur les 169 cibles. C'est impossible, d'une part. Et de deux, il faut adapter aussi parfois ces cibles-là en fonction de notre propre contexte culturel, de nos réalités, de ce qu'on a déjà fait comme programme, comme avancée, et de ce qui nous reste à faire sur le terrain en matière de développement durable. Tous les pays ne sont pas au même point. Et il appartient à chaque État, en fonction de ses besoins, en fonction de sa capacité aussi, ou en fonction de tout ce qu'elle a comme ressources, de pouvoir dire à quel niveau elle souhaiterait intervenir. Voilà pourquoi ici, nous pensons que la priorisation des 12 idées est vraiment importante pour tout pays, notamment les pays africains et y compris la Côte d'Ivoire. Mais c'est aussi une question d'appropriation des ODD. Vous savez, avant de faire un exercice de priorisation des cibles, la majorité des personnes n'ont jamais lu les ODD, encore moins les cibles. Quand on fait une priorisation, on est obligé de les lire, de les comprendre, d'en débattre, de les remettre dans la perspective de ma collectivité ou de mon pays. Et donc, je m'approprie par le fait même ces objectifs-là et je suis plus en mesure d'identifier des pistes d'action, des programmes, des projets que je pourrais mettre en œuvre dans mon plan national ou dans mon plan local pour l'atteinte de ces cibles-là. Voilà, donc atteindre ces objectifs d'ici 2020 et 2030 signifie d'impliquer tous les ministères et plus de 20 millions d'Ivoiriens. Est-ce que nous disposons des moyens pour y arriver? Alors c'est le grand défi parce qu'il faut qu'à la fois tous les ministères, toute la société civile, toutes les populations parviennent à s'impliquer. Et on a vu que le temps nous manque par rapport aux enjeux du développement durable, ce qu'on regardait avec la Journée de la Terre, et le temps nous manque aussi par rapport à l'objectif de 2030. Donc on a aussi posé cette question aux participants, à savoir quels sont les appuis dont vous avez besoin, et c'est le dernier élément vidéo que nous vous proposons pour aujourd'hui, les besoins en termes d'appui pour atteindre les objectifs de développement durable. L'outil qui est utilisé ici est développé par l'Institut francophone de la francophonie pour le développement durable et des experts sont venus dans ce cadre pour donc renforcer nos capacités, nous aider à comprendre comment remplir ou renseigner la matrice des 669 cibles des ODD. Donc l'idée c'est que ces consultants-là, s'il est possible que l'IFDD puisse avoir un appui financier et technique pour aider justement les parties prenantes ivoiriennes à consolider la matrice qui aura été renseignée ici. Voilà. Donc nous souhaiterons que l'État, à travers ses partenaires, puisse appuyer les organisations de la société civile comme nous, à aller vers les communautés pour simplement faire des séances de sensibilisation, informer tout le monde sur l'intérêt, sur l'importance, sur la portée de ces ODD pour la Côte d'Ivoire et pour tout le monde, pour que vraiment la mise en œuvre soit très efficace et facile. Oui, très certainement, on a besoin d'appui dans la réalisation de ces différents objectifs puisque nous représentons la société civile
Donc nous sommes beaucoup plus en contact avec la population, donc nous avons vraiment besoin d'appui, que ce soit les appuis techniques, financiers et aussi matériels, et aussi dans le cadre du renforcement des capacités, et aussi dans l'atteinte de ces différents objectifs-là. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. La 4e édition de la Foire internationale d'Abidjan aura lieu du 2 au 13 mai 2018 au Palais de la Culture de Treichville. La foire est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 20h, le week-end et férié de 9h à 22h. Droit d'entrée 500 francs. Contact le 22 42 59 84, le 09 18 18 99. La Foire internationale d'Abidjan, notre rendez-vous économique, FIA! 7h01 sur votre chaîne préférée. Merci d'être avec nous un matin bonheur. Merci Cédric, merci pour cet éclairage-là par rapport aux objectifs de développement durable. On croise les doigts? On croise les doigts. On croise les doigts, de toute façon on n'a pas le choix. Donc on doit faire ce qu'il faut faire, c'est le plus important. Merci beaucoup. Merci à vous. Et très bonne journée à vous. Très bon début de matinée. Alors un invité donc, nous donne la possibilité d'en avoir une autre, Madame Bernadette Assoun-Guessan, notre psychologue maison avec qui nous allons parler aujourd'hui d'un sentiment qui peut détruire un couple, une famille, qui peut s'aimer la zizanie. Il s'agit de la jalousie. Comment s'en libérer? C'est quoi la jalousie? Quelles sont ses causes profondes, ses causes lointaines? Quelles sont ses conséquences? Quels sont les ravages que la jalousie provoque dans un couple, dans une famille, dans une amitié? Bref, vous êtes à Matin Bonheur. Thématique famille, c'est parti. Vous ne supportez plus qu'on regarde votre conjoint ou conjointe, vous surveillez toutes ses sorties. Au travail, vous voyez d'un mauvais œil l'arrivée de votre potentiel remplaçant. Pas de doute, vous êtes une personne jalouse. Les personnes jalouses existent partout, dans tous les milieux ça existe, parce que y a des personnes qui naturellement ne supportent pas la grâce dont fait l'objet le prochain. La jalousie naturellement c'est un vice, la jalousie est mauvaise, c'est un vice qui mérite d'être proscrite et d'ailleurs banni de nos sociétés. Pour moi la jalousie c'est une émotion. Ce que l'on ressent par rapport à une personne, que ce soit en amour ou en amitié, bon, dans le travail, dans la vraie vie. Bon, il y a plusieurs sentiments, mais c'est un sentiment que l'on ressent de colère, de méchanceté ou de peur. La jalousie. Si ce sentiment n'épargne personne, il peut se transformer en calvaire pour la personne qui le vit et celui qui le subit. Ça devient une maladie lorsque la personne est tout le temps collée. Tu vas où? On ne te laisse même pas le temps de pouvoir faire quelque chose, quoi. Tout le temps en train de demander derrière l'autre qu'est-ce que tu fais, c'est pas bon. La jalousie en elle-même, c'est un sentiment naturel, mais c'est la manière de canaliser. C'est le fait de ne pas se contrôler face à la jalousie qui peut entraîner des conséquences néfastes, surtout pour les couples. Elle peut devenir une maladie, elle devient excessive. Elle peut devenir une maladie. Donc les personnes qui souffrent de jalousie excessive, là, je pense qu'elles ont certainement des plaies en elles qui n'ont pas été guéries. Bien sûr qu'il y a des conséquences dans la jalousie, surtout les jalousies excessives, parce que ça peut t'emmener à faire des choses que tu vas regretter plus tard. Par exemple, tu peux voir ton petit ami ou ton mari avec une autre. Ça va te pousser à aller
contre la personne ou bien contre même le petit ami ou le mari. Et comme aussi dans le milieu du travail, parce que tu n'aimes pas quelqu'un mais tu es jaloux de la personne, tu vas chercher peut-être à l'empoisonner ou à lui faire du mal ou bien à peut-être même faire des trucs pour qu'il soit renvoyé. La jalousie est un sentiment particulièrement puissant, ponctué d'inquiétude et de douleur, mais qui a des excuses. Plus on aime, plus on est jaloux. Et souvent quand tu n'es pas jalouse, on pense que tu n'aimes pas. Éprouver de la jalousie parce qu'on croit qu'une personne ou un objet nous appartient. Une possessivité qui conduit bien souvent au crime passionnel. La personne se trouvant dans une phase où il lui est difficile de voir ses belles qualités et ce qu'il y a de beau en elle puisqu'il vit trop en fonction de l'être aimé. La jalousie, comment s'en débarrasser? Tel est le sujet d'aujourd'hui. On en parle avec notre spécialiste, Madame Bernadette Assongué-Son, Madame Nina Ozapi. On a fini avec elle. Alors dites-nous, comment identifier la jalousie? Bonjour Nancy. Bonjour. Et la jalousie peut s'identifier par rapport à ses manifestations. La manifestation, donc, c'est dans le comportement. Le comportement en termes de gestes, en termes de paroles, en termes d'attitude. Une personne jalouse est incontrôlable. Une personne jalouse est irritable. Une personne jalouse est colérique. Et donc, dans la manifestation de ces gestes, la personne jalouse est une personne qui est profondément dans un mal-être. La personne jalouse dans la manifestation, c'est la personne qui aura très souvent le visage serré, qui boude, ou une personne qui est très vite enclin à se mettre en colère, à taper ou à être violente de façon verbale ou même de façon physique. Et donc, c'est dans les manifestations qu'on reconnaît que cette personne est jalouse. Mais l'élément l'a bien dit, hein, la jalousie, c'est un sentiment naturel, comme avoir envie de quelque chose. Mais la limite, c'est la dangerosité que cela suscite. Nous avons parlé d'un mal-être. Quand une personne est dans un mal-être profond, elle est parfois incontrôlable et elle-même ne peut se contrôler par rapport à ses agissements, par rapport et donc à ses désirs, par rapport à tout ce qui se déroule autour d'elle. Et donc, elle n'arrive pas à regarder la réalité, être objectif. Voilà. On dit souvent que la jalousie vient de l'enfance. Tout à fait. De l'enfance et de tous les sentiments humains, c'est sans doute celui qu'on se dissimule le plus. Tout à fait, parce qu'il est ravageur, il est destructeur et néfaste. Et personne n'a envie de montrer à son entourage et à son environnement qu'il manifeste de la jalousie. Parce que c'est un sentiment honteux, c'est un sentiment de malaise profond. Cela vient de l'enfance, effectivement, parce que dans le développement naturel de l'enfant, il y a la peur de la perte de l'objet aimé, principalement la mère dans un premier temps, ou de la personne qui a un rôle de mère auprès de l'enfant. Et donc cette peur de perdre l'objet aimé nous met en danger. Donc on se dit, nous sommes en danger, il y a une peur qui s'installe. C'est un processus normal qu'on puisse avoir peur de perdre l'objet, parce que l'enfant se rend bien compte que de la personne qu'elle pensait être en elle, fusionnelle, qui est la mère, il y a ce détachement-là. Et progressivement, la peur s'installe, parce qu'on se dit, on se rend bien compte qu'elle n'est pas moi, c'est une autre personne, et je suis une toute autre personne. Donc, dans le développement normal de l'enfant, ce processus est là, et donc conduit l'enfant à comprendre qu'il y a en dehors de moi et ma mère, il y a encore d'autres personnes. Cette peur de la perte de l'objet aimé peut s'accentuer, peut s'aggraver avec la naissance d'un autre enfant. Si l'enfant vient trop tôt, à peine j'ai 2 ans que l'autre enfant est déjà là, toute l'attention que ma mère me portait va être déportée vers un autre enfant, vers un autre objet, ou être partagée, ou parfois même complètement négligée. Et cela peut susciter naturellement donc de la jalousie. Donc c'est profond, ça vient de très loin. Et même, nous avons l'habitude de dire que tout se passe, en ce qui concerne l'être humain, tout se passe déjà dans le sein de la mère.
de quel sentiment nous avons nourri cet enfant qui était au fond de nous? Est-ce que nous étions dans une ambiance harmonieuse? Est-ce que nous étions dans une ambiance de compréhension? Est-ce que nous l'attendions? Est-ce que nous le voulions? Est-ce que nous ne le voulions pas? Tout ce que nous mettons donc, le fort désir de l'enfant qu'on va avoir fera que nous serons peut-être une mère tellement possessive que le détachement ne pourra pas se faire comme il le faut. Et à un moment donné, quand arrivera donc naturellement dans la vie le moment de la séparation, ce sera douloureux. Et la jalousie donc peut venir et de la mère qui n'a pas envie de laisser passer son fils ou sa fille, et de l'enfant qui va devoir se séparer donc de sa mère pour pouvoir se construire naturellement. Et cela n'est pas facile. Donc la jalousie part de là. Il y a des personnes qui ne sont pas jalouses dans la vie de tous les jours. Non, ce n'est pas possible. Elles se retrouvent, bon, je veux dire, elles ne le montrent pas, elles ne le démontrent pas, mais quand elles se retrouvent en couple, là, ça devient tout autre chose. Alors, avec leur conjoint, leur conjointe, ça devient autre chose. Oui, c'est la peur. Nous disions, et nous avons interrompu, excusez-moi, il n'y a aucune personne qui peut dire je ne suis pas une personne jalouse. Dans les manifestations, comme nous disons, c'est un sentiment honteux et dévastateur. Il est préférable de le camoufler, de le masquer, de l'embellir d'un certain nombre de choses. Donc, cette personne-là a vécu son mal-être en le cachant, le dissimulant à son entourage et même à son fiancé, parce qu'on ne se met pas dans un mariage comme ça. Et c'est seulement dans cet environnement où maintenant il n'y a que l'objet possédé ou l'objet aimé et moi, que la chose va se manifester. La chose va se manifester pour quelle raison? Parce qu'il n'y a plus d'autre alternative que de protéger et de surprotéger ce que j'ai, parce que cet objet peut s'en aller. Malheureusement, l'être humain qu'on a épousé est un être humain qui vit en société et qui va aller à son travail, rencontrer d'autres personnes, qui va aller à des missions, qui va aller dans d'autres environnements. Et l'insécurité s'en ressent. Je ne me sens plus en sécurité parce que je pense, heureusement ou malheureusement, que cet objet va être perdu. Madame Guesson, je me permets de vous arrêter. Oui, est-ce que la jalousie n'est pas le fruit d'une fragilité psychologique? Parce que, par exemple, c'est vrai qu'on a été tous enfants. On a eu des frustrations parce que le grand frère a eu un jouet plus consistant ou la petite sœur. Bref, mais quand on se construit dans la vie, on doit pouvoir dominer ça. Alors, est-ce que ce n'est pas le fruit latent d'une fragilité psychologique qui a été exacerbée tout au long de l'existence? Nous le disions tantôt, cette peur de perdre l'objet aimé, si nous n'avons pas résolu, nous n'avons pas compris qu'en fait, une mère qui se sépare ou une mère qui se détache n'est pas perdue. C'est juste un moment nécessaire à mon propre développement. Si ces angoisses n'ont pas été réglées et que dans ma vie de tous les jours, j'ai réussi à trouver des stratagèmes pour camoufler cela, naturellement, c'est latent. Le mal-être est profond, il est latent. Il attend donc une occasion pour se manifester. On dit aussi que, je m'excuse, on dit aussi que des parents trop aimants, qui maternent trop, paternent trop, si l'expression existe, qui sont toujours à l'enfant, qui prennent l'enfant par la main régulièrement, surtout les premiers enfants, tout ça, participe aussi à la préparation de graines, mais de stades de jalousie. Nous le disions tantôt en disant une mère qui a tellement investi son enfant. La jalousie peut naître de ce que l'enfant se détache, et ce qui est un processus normal, que l'enfant puisse se détacher de la mère et se construire. Mais cette mère possessive, cette mère qui n'a pas résolu ses propres problèmes d'angoisse et ses peurs, va s'accaparer de l'enfant et va naturellement adopter des comportements qui n'aidera pas l'enfant à se détacher ou à se construire. Et donc, la jalousie est difficile à traiter parce que c'est un mal qui est profond et parfois, de façon subtile, nous pensons en faisant peut-être des gestes qui sont louables, hein, faire des cadeaux, être très attentionné, cache notre mal-être qui est la jalousie qui se manifeste, c'est-à-dire la peur que je ressens de perdre l'objet
affectif me permet donc, me donne de lui faire beaucoup de cadeaux, d'être attentif, mais c'est une manifestation voilée de cette jalousie de la personne qui, de façon contradictoire, va se manifester en irritabilité, en geste un geste brutal ou des propos vraiment violents. C'est un malaise. Et la jalousie peut devenir très pathologique, très rapidement. Et j'ai lu quelque part que la jalousie est le désir qu'on a soi-même de tromper l'autre et qu'on essaie de lui attribuer cette envie-là. C'est la projection donc de ses propres sentiments qui sont difficiles à accepter ou difficiles à manifester. Quand on est infidèle, notre propension à être infidèle, ce n'est pas aisé de montrer qu'on est infidèle. C'est plus facile donc de projeter sur l'autre notre propre être, notre propre ressenti. Vous avez utilisé un mot très important quand on parle de psychologie, de jalousie, la pathologie. Oui. Quand tombe-t-on dans le pathologique? Ça, c'est ma première question. Et puis l'autre question, pour gagner du temps, est-ce que la jalousie a le même visage dans le couple, dans le milieu professionnel ou dans la famille en général? La jalousie, c'est la jalousie. Multiple, elle n'est pas multiple, multiforme? Non, non, c'est la jalousie. Sa manifestation est différente d'un individu à un autre selon les moyens dont il dispose. Et donc, quand nous parlons de moyens, il ne s'agit pas de moyens matériels, mais de valeurs éducationnelles, de force, de caractère, donc dans la construction de sa personnalité, qui nous permet donc de pouvoir dominer la manifestation de la jalousie ou de ne pas pouvoir la dominer. Pathologie. À ce qui devient pathologique, c'est dans sa manifestation. Une personne donc, qui ne peut plus contrôler donc, son impulsion à vouloir posséder ou à vouloir absolument protéger ce qu'elle possède, parce que la jalousie procède de ce que je veux protéger. Je ne veux pas qu'on m'enlève ce que je possède. Donc, dans la manifestation, la pathologie vient dans ce que tout ce que je mets en place donc, pour protéger ce que je pense qui va m'échapper devient dangereux pour moi et pour la personne que je veux protéger, et même pour l'environnement. Nous avons vu il y a une dizaine de jours, un peu plus, sur l'émission de C'est Midi, un jeune homme qui est venu avec des lunettes noires, et fruit d'une jalousie manifeste. Son ex-petite amie lui a jeté à la figure, et de façon bien ciblée et bien orientée sur les yeux, un produit qui a rendu donc, ce jeune homme-là qui a perdu la vue. Ça, c'est une manifestation de la jalousie. Est-ce que, en faisant ce geste-là, vous sauvez, est-ce que vous préservez ce que vous avez perdu? Vous avez peur de perdre? Non, bien au contraire. Vous avez détruit la vie de la personne et la vôtre, naturellement, puisque l'être aimé n'est plus, en ayant perdu la vue, elle n'est plus la personne que vous avez aimée, elle n'est plus la personne que vous désirez aimer. Et donc, vous avez détruit votre vie et la vie de l'autre. C'est là la pathologie de la jalousie. Et les hommes la manifestent de façon différente par rapport aux femmes. Justement. La femme, elle est introvertie. Dans sa souffrance, elle est introvertie. Mais attention, elle peut être complètement hystérique, donc hors de contrôle. L'hystérie, donc, c'est le cas de cette personne qui a fait ce geste malheureux, et des hystériques qui vont donc fouiller les poches, qui vont regarder le téléphone, qui vont accrocher, qui vont empêcher de sortir. Je vous ferme ma clé, vous ne sortirez pas aujourd'hui. Aller même jusqu'à la bagarre. Même mettre des somnifères dans la nourriture pour que la personne dorme rester à la maison. Déchirer les vêtements, un certain nombre de choses. Donc, ça, c'est la femme qui peut aller complètement en déprime, ou avoir un comportement complètement... Menacer de se suicider. Tout cela. Et donc, ce sont tous ces comportements qui montrent qu'il y a une pathologie qui s'est installée. Il faut demander de l'aide, ou alors imposer à cette personne-là de se faire aider. Parce que, naturellement, quand une personne est hors de contrôle par elle-même ou pour elle-même et pour son environnement, c'est un danger. Il faut assister cette personne
et il faut l'amener donc à demander de l'aide. Monsieur Soumaoro demande, question, les téléspectateurs, ils sont prioritaires. En quoi la jalousie diffère-t-elle de l'envie? Certains ne sont jaloux qu'en amour, d'autres uniquement au travail. Alors, l'envie, c'est juste désirer quelque chose que je vois, que j'aperçois chez l'autre. D'accord? Ou l'envie de révéler quelque chose qu'on a déjà. La dernière fois, nous avons pris l'exemple du béret que nous portons et nous avons dit, parce que nous l'avons vu chez l'autre et nous le possédions, donc nous avons eu envie de le montrer, de le révéler. D'accord? L'envie, c'est, je vois cette belle tasse et je dis, qu'elle est belle cette tasse, j'aurais bien voulu en avoir aussi. La jalousie, c'est quelque chose que nous avons et que nous voulons protéger, nous ne voulons pas perdre, que nous avons peur de perdre. Et donc, nous mettons en place tout un système pour protéger ce que nous avons. Quitte à aller à la bagarre, mais nous voulons protéger ce que nous avons. C'est un désir incontrôlé de protection, un désir de quelque chose que nous pensons que l'autre a. Par exemple, j'ai mon petit ami, je me dis que c'est mon petit ami, puisque je dis mon petit ami, d'accord? Je me l'approprie. Mais ce petit ami, avant qu'il ne devienne mon petit ami, il avait une famille, il avait des amis, il avait une vie. Je m'introduis et je m'en approprie. Mais ce petit ami-là peut avoir été l'ami d'autres personnes avant vous. Donc, la peur de ce qu'on me ravit, que l'autre qui a aimé avant moi puisse revenir pour reprendre ce que moi je possède. C'est là la manifestation de la jalousie. Pour revenir donc à la manifestation chez les hommes, qui est beaucoup plus violente, hein, l'homme jaloux le manifeste avec beaucoup d'agressivité. Il est fougueux, il peut aller très vite à la bagarre, très vite donc à la colère, il le manifeste. Contrairement à la femme qui va rester déprimée, l'homme manifeste sa jalousie. Et c'est généralement très effrayant. Quand vous voyez un homme jaloux, c'est très effrayant. Mais dans les actes que nous pouvons poser par rapport à la jalousie, les femmes comme les hommes posent les mêmes actes, peuvent les poser de la même manière. Il n'y a pas d'âge pour être jaloux. La jalousie traverse tous les âges. Il n'a pas... L'éducation n'y a rien à voir. Et quand on est en couple avec une personne jalouse, ou quand on a une personne jalouse dans notre environnement, est-ce que c'est la bonne attitude de vouloir tout le temps rassurer cette personne-là? La bonne attitude, c'est d'abord de mettre tout en œuvre pour que la personne se rende compte, la prise de conscience, que la personne prenne conscience qu'il y a quelque chose dans mon comportement qui n'est pas normal. Si vous aidez la personne donc à prendre conscience en lui disant cet acte que vous venez de poser, en le regardant bien, est-ce que c'est ce que vous deviez faire? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre alternative? Donc c'est la prise de conscience d'abord. Ensuite, après la prise de conscience, l'amener à être objectif dans tout ce qui se déroule. J'ai aperçu donc mon petit ami très serré, collé avec une autre personne. Il faut objectiver. Qui est cette personne-là? Est-ce que ce n'est pas une sœur? Est-ce que ce n'est pas une amie de fort longue date? Est-ce que ce n'est pas une personne ressource pour elle? D'accord. Voilà. Alors, on entend souvent parler de jalousie positive. Est-ce que c'est un leurre? Ah oui, je suis jaloux, mais je suis jalouse. Mais non, hein, mais ça c'est juste, voilà, on se dit non, c'est une jalousie saine, voilà. C'est un mot qu'on entend souvent. Est-ce que c'est réaliste, ça? Non, non. La jalousie en elle-même procède d'émotions négatives, destructeurs. Mais pourquoi vouloir garder quelque chose qu'on aime doit être malsain? C'est la question que certains seraient amenés à se poser. Mais ce n'est pas malsain de vouloir garder ce qu'on a. C'est comment est-ce que nous faisons pour garder ce que nous avons. C'est cela. Si j'ai quelque chose et je fais confiance, parce que généralement la jalousie et tout ce qui en découle, provient d'un manque de confiance et de mauvaise estimation ou d'une mauvaise estime de soi-même.
je m'infériorise ou je me supériorise. Ça va dans les deux sens. Pour dire que moi, je suis supérieure, alors qu'est-ce qu'elle a trouvé à cette personne qui est inférieure à moi? Et donc, je me bagarre par rapport à cela. Donc, c'est un manque de confiance. Et cette peur incontrôlée de ce que je vais certainement perdre. Mais si vous avez confiance, la personne qui est dans la manifestation donc maladive de la jalousie, c'est de la rassurer. Mais pas la rassurer en tout bout de champ. C'est de l'amener à avoir confiance en ce qu'elle possède, elle le possède. Quand on a quelque chose, on l'a pour la vie, quand on sait justement la mettre en valeur. Donc, aider la personne à mettre en valeur ou à se mettre en valeur. Dans la dynamique donc, de la thérapie pour sortir de l'emprise de la jalousie, c'est donc prendre soin de soi. Une étape donc en dehors de la prise de conscience et de l'objectivité qu'on manifestera dans tout ce qui se déroulera, il faut prendre soin de soi, apprendre à s'aimer. Dieu nous aime, nous tous, tels que nous sommes. Bon, on peut s'aimer, on peut prendre soin de soi, mais après plusieurs déceptions, par exemple, 3 mariages et on tombe tout le temps sur des maris infidèles, des maris qui nous trompent avec la voisine. Alors comment est-ce que vous faites vos choix? Comment faites-vous vos choix? La question n'est pas le mari infidèle que vous choisissez sur la 3e séquence ou sur la 4e séquence. C'est pourquoi vous-même, vous allez choisir des personnes infidèles. Mais je ne sais pas qu'elle est infidèle. On se rencontre, on s'aime, on est en couple. Tout est beau, tout est bien. Et puis après un enfant, tu te rends compte qu'il sort avec la cousine. Une personne infidèle, tombe les masques. Une personne infidèle se manifeste toujours et on le sait toujours. C'est pourquoi nous avons dit ici qu'il n'est pas bon de se précipiter dans le mariage. C'est un engagement à vie. Donc il faut prendre véritablement le temps d'examiner toutes les valeurs de vie que vous souhaitez avoir pour qu'en choisissant votre partenaire, vous n'ayez pas à souffrir des dérives de son comportement. Madame Guessin, question directe. Hein. Oui. Est-ce que quand on se construit, soit qu'on ait grandi dans une cour commune où on a été témoin de multiples scènes de fidélité, ou soit on a grandi dans un quartier feutré de Cocody où papa, maman, vraiment c'était vraiment une éducation vraiment rigide, est-ce que cela, ça a une influence certaine, une certaine influence sur... Absolument. De la même manière que je projette donc mon infidélité sur le partenaire, quand j'ai été malheureusement témoin contre ma volonté, généralement le parent infidèle veut toujours se faire un complice dans la famille, dans le couple. Donc on prend son fils, on prend sa fille et on le fait complice. Et c'est cet enfant-là qui deviendra donc la personne la plus choyée de la personne qui est dehors et donc qui pourra donc être trouvé. Malheureusement, vous êtes en train de détruire la vie de cette personne, que cet enfant qui est en construction, et quel modèle vous lui montrez, quelles valeurs vous lui donnez. Ce sont les valeurs d'infidélité. L'infidélité met en route le manque de confiance, un certain nombre d'attitudes qui font que vous détruisez la vie de cet enfant que vous rendez complice de votre inconduite. La jalousie, comment s'en délivrer hein, vraiment, tout part de l'enfance. C'est dans l'enfance qu'il faut trouver la solution, dans l'éducation et surtout dans son rapport avec les autres. Merci et bonne journée à tous et à toutes. Merci.